Manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est le privilège, le ravissement tout au complet pour vous servir encore ce matin. C'est la dernière de cette semaine, l'équipe a été heureuse de vous servir depuis le début. Nous nous retrouvons donc à nouveau. Toute l'équipe est là justement pour vous aider à mieux comprendre l'actualité, vous aider à la déchiffrer, vous servir les leviers dont vous avez besoin pour cerner ces éléments de complication. Vous pouvez réagir à cette émission au hashtag espace GG pour vous qui êtes sur Twitter. Vous pouvez aussi tout simplement laisser votre réaction sur le live Facebook de l'émission sur la page Espace TV Guinée. Justement, on prendra votre avis, votre réaction et même vos remarques seront relayées dans le cadre de cette émission. Et puis au plus 224 657 39 13 13, le numéro s'est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez réagir à cette émission. Vos avis seront relayés. On vous l'a dit depuis hier, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est notre invité de ce matin. Arrivé le 21 octobre dernier à la tête du département, Bachir Diallo a multiplié les actions. Pour certaines, c'est peu de le dire, l'officier n'a pas fait dans la dentelle. Et dans la foulée, les paroles, mais aussi les actions, les actes du nouveau ministre ont fait jaser dans la cité. On lui reproche de s'aventurer en terre interdite du judiciaire ou encore d'agir comme un monarque qui rase tout sur son passage. À la tête de la commission interministérielle de récupération des biens de l'État guinéen, il voit son portefeuille s'étendre à une large palette de nouvelles responsabilités. Pour la première, dans un média privé, Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, prend la parole et c'est avec honneur que nous le recevrons, vous l'entendrez, au bout de cette première partie. Ce sujet-là, le sujet de Yimbaya et pourquoi pas ce décret du président de la République portant réglementation des transactions électroniques en République de Guinée. Un invité, il s'est déjà installé dans notre studio, le directeur général adjoint de l'RPT prend la parole dès ce début d'émission avec nous et puis pourquoi pas le sujet qui nous entretiendra vers la fin de cette émission et c'est avec mes amis des matins, la première ce sera Maf. Bonjour Maf. Bonjour Tamba. Bienvenue. Merci, merci. Diba, sage comme toujours, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Antoine Kourouma, bonjour, bienvenue. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Je sens qu'il y a un problème. Forcément, il y a un problème. Tu dois le sentir. Il y a un souci et je ne sais plus à quelle scène vouer parce que ce qui se passe en Guinée, ça devient... Je n'en peux plus Tamba. Il n'y a pas longtemps, nous parlions de femmes en danger dans les hôpitaux. Le cas Massila a été un cas illustratif et l'en est décédé malheureusement. Et désormais, après les hôpitaux, ce sont désormais les lieux de culte qui ne sont plus un lieu sécurisé pour les femmes. J'ai suivi le débat hier, c'est dans une mosquée. Hein. Dans une mosquée à Yimbaya, KB8. Et à côté, il y a des chambres où les imams peuvent se reposer dans la cour. D'accord. Caps, ça va? Ça va très bien. Tu vas bien? Très bien, très bien. Bienvenue. Merci. Bonjour. Parce que tu nous as pas dit bonjour. Non, j'allais venir à vous. Antoine a bloqué la balle en chemin. Bonjour Diadia. Ça va? Ça va, Dieu merci. Bien maquillé ce matin. Oui, c'est elle qui m'a maquillé d'ailleurs. Donc si c'est mauvais, c'est pas la maquilleuse professionnelle. C'est Diadia qui s'est improvisé dans cette affaire-là. Allez-y, Antoine, vous êtes intéressé de plus près à ce dossier. On parle d'annexe. Moi, je ne parle pas de l'enceinte de la mosquée. Je parle de lieu de culte. Je crois que toute la cour fait partie de ce lieu de culte, dont l'annexe. On a suivi ce témoignage de la mère de cette jeune dame. C'est une jeune fille de 14 ans qui malheureusement est tombée enceinte à la suite de cet acte assez peu honorable provenant de ce imam. Parce que on dit que c'est le fils de l'imam, mais il officiait la prière à la place du père. J'apprends que le père est malade, c'est lui qui le remplaçait les vendredis à la mosquée. Il est aujourd'hui mis aux arrêts, il a 42 ans, 3 femmes, 7 enfants. Wow.
Donc, la jeune dame de 14 ans, qu'on confie pour apprendre le Coran et tout cela, la mère dit qu'elle a depuis quelque temps constaté que sa fille a changé. Et en comportement, et en termes de physiologie. Donc, elle a tenté de comprendre ce qui n'allait pas. Sa fille se méfiait de lui à un moment donné. Donc, elle essaie de comprendre ce qui ne va pas. Elle approche, la jeune dame, la jeune fille refuse de lui dire ce qui ne va pas. Donc, le père prend l'initiative de lui parler. Et on envoie la fille à l'hôpital pour comprendre ce qui fait qu'elle est devenue aussi méfiante. On constate à l'hôpital qu'effectivement, la jeune fille est enceinte. On lui demande qui t'a mise enceinte. Elle dit que c'est l'imam qui m'a mise enceinte. Et donc, avant que le témoignage de la mère ne soit fait, il y a eu ces polémiques qui ont eu lieu, ces rumeurs. On a dit que c'était l'imam titulaire qui était à l'origine de la grossesse. C'est hier qu'on a appris que c'était le fils qui était finalement l'auteur de la grossesse. Dans l'un ou dans l'autre cas, il y a eu un acte assez malsain dans un lieu de culte. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est plus en sécurité. Et à l'hôpital, et dans les mosquées. Et dans les lieux de... Même pas à la mosquée seulement, dans les lieux de culte. Je généralise. Mais pour ce cas-ci, qui est la mosquée, je me dis que c'est assez révoltant. Que ceux-là qui sont censés nous apprendre la morale, qui sont censés nous mettre sur le droit chemin lorsqu'on est perdu, ce sont eux qui aujourd'hui sont au centre de telles polémiques. Un imam de surcroît, à mon avis, il faudrait que nous asseyions pour rediscuter. Cette histoire de viol, cette histoire de violence sexuelle, voire d'attouchement sexuel, devient de plus en plus récurrent. Il est important que le débat soit posé. Il faudrait que désormais, parce que j'ai vu hier des jeunes élèves manifester pour dénoncer cette pratique qui a lieu pour le cas de ce imam. Donc, je me dis qu'il serait important que la société guinéenne s'asseye pour discuter. Ce matin, je suis dépassé par ce que j'apprends. Lorsque j'apprends que c'est un imam qui est à la base d'une telle pratique, je ne sais plus quoi dire, Tamba. Je suis dépassé. On est en Guinée et désormais, nulle part n'est un abri pour personne. C'est décevant. Je pense que c'est une réalité. Mav, je ne sais pas si tu as vu notre amie Patricia Lama, qui a affiché une image, c'est une chaise. À l'intérieur, il y a un trou. Et puis il y a des ciseaux en dessous. Et elle pensait qu'il fallait un supplice comme ça. Oui, il y en a même qui proposent la castration chimique. C'est pour vous dire quand même qu'on est arrivé à un niveau où les gens pensent à des solutions des plus drastiques, ne serait-ce que pour quand même freiner ce qui est en train de se passer. Parce que parmi les cas de viol, les plus recensés sont des cas de mineurs, des bébés des fois qui sont violés par des adultes. Mais comment on en a vu de 3 mois, hein, des bébés de 3 à 4 mois, 5 mois. C'est quand même incroyable ce qui se passe. En fait, on est à l'abri nulle part. Et évidemment, c'est là le problème. Avant, on se précipitait, par exemple, pour mettre les enfants à l'école coranique. Mais avec des choses comme ça, comment y penser? Vous êtes mère d'une fille aujourd'hui, père d'une fillette aujourd'hui, vous ne savez même pas si votre enfant, lorsqu'il vous quitte à la maison pour aller à l'école, pour aller à tel endroit, comment elle va revenir. C'est assez compliqué. Je comprends ceux qui proposent des solutions drastiques. Jusqu'à présent, on pensait que c'était un problème de femmes. Chaque fois qu'on parle de viol, il y en a même qui riaient pour dire « Ah, vous les femmes, vous faites... » Mais au fait, les femmes sont les femmes, mais c'est avec des hommes que nous faisons des enfants. Lorsque vous banalisez le viol, peut-être que la personne dont il s'agit n'est pas votre fille, mais vous êtes appelé à faire une fille. Vous avez une mère. En fait, c'est un problème de société, je veux dire par là. Il faudrait que tout le monde prenne à bras le corps ce qui est en train de se passer, qu'on essaie de voir comment trouver des solutions. C'est vrai que c'est un problème vieux comme le monde, et partout dans tout le monde entier, on constate qu'il y a cette agression sexuelle qui est... Mais après, les pays se dépassent de par la manière de lutter contre. À un moment donné, je pense qu'en Guinée, on est arrivé à un niveau où il faut agir. Et c'est là qu'on appelle les autorités. C'est là qu'on appelle les autorités qui doivent rapidement réagir. Mais Guiba, il y a tout de même des textes. C'est assez réglementé, tout ça. Le malaise, finalement, de l'appareil judiciaire pose problème. En quelques secondes, rapidement. Justement, en fait, c'est un problème d'impunité. Je l'ai toujours dit, un acte impuni entraîne la commission des autres adultes. Le viol, c'est un crime. Je crois que c'est la réclusion criminelle à perpétuité, si je ne me trompe pas, avec
Et parfois aussi, c'est 20 années de prison. Donc, ça dépend un peu des circonstances. Je pense que c'est l'appareil qui ne fonctionne pas. Parce que s'il y a un cas de viol, il y a tout un processus, il y a un suivi, il y a la médecine légale, il y a des conseils, il y a aussi la réinsertion. Parce que vous avez perdu le regard de la société. J'ai juste quelques chiffres ici. Les statistiques au compte de 2021, c'est une véritable pandémie. Hallucinant. Au niveau de la médecine légale seulement, c'est 638 filles violées. Par an. Au compte de 2021. 2021. Ah, mais on n'a même pas fini l'année encore. Justement, voilà, au niveau de la consultation. Ceux qui vont en consultation. Exactement, voilà. Diba, je voulais qu'on précise justement. Ça. C'est ceux qui en ont parlé. En ont parlé, oui. qui ont décidé de prendre la parole avec l'appui de la famille. Donc, les cas enregistrés au niveau de la médecine légale, c'est 638 filles violées, dont 490 d'elles ont moins de 15 ans. Donc, vous imaginez, au niveau de la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables, ils ont reçu 131 cas de viol, dont 85 sont des filles âgées autour de 0 à 13 ans. Pour les activistes féministes comme le Club des jeunes filles leaders de Guinée, ils ont enregistré plus de 100 cas de viol. Alors ça, sans compter le COGEM qui n'a pas encore rendu ses chiffres, voilà, au compte de 2021. Donc c'est près de 1000 cas. Alors si vous avez face à un tel chiffre qui fait tourner les têtes plus solides, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interpeller d'abord les institutions. Et je voulais savoir, Moussa Hiro, est-ce que la protection civile, le ministre de la protection civile est aussi concerné par oui, parce que ce sont les OPJ qui font le travail, voilà. Les officiers de police judiciaire. Effectivement, on pourra l'entendre éventuellement sur le ministre sur la question. Je pense que nous devons boucler la journée internationale par rapport à la suppression. Voilà, sur les 7 jours d'activisme, on doit boucler ça aujourd'hui, si ma mémoire est fidèle. Donc, je pense que cette journée, on doit mettre à profit cette journée, pas que pour les discours, pas que pour les séminaires, parce qu'il y a beaucoup d'entités aujourd'hui qui travaillent en ce sens. Il faut qu'on mette un accent particulier sur la justice. Est-ce qu'il faut aller vers la castration chimique, parce que le débat est en train de revenir sous d'autres cieux? Non, justement, parce que le débat revient. Ou la castration tout court. Tout court. Vous regardez les chiffres. Cool, quoi. Vous regardez les chiffres. Justement, oui. Après, ils vont vous dire, non, si vous clamez un tel discours, portez un tel discours, c'est une violation. C'est une question à double détente. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation? Les familles qui sont aujourd'hui victimes, ces enfants qui sont victimes, quel est le langage on va les tenir? Parce qu'il y a le regard aussi de la société qui ne va jamais changer. Nous sommes dans des sociétés qui sont foncièrement culturelles. Si vous êtes victime de viol, après on vous regarde autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à parler du système démocratique ou tout simplement il faut sanctionner? Moi je pense à un moment donné, il faudrait qu'on comprenne que même la démocratie, c'est le moins bon des bons gouvernements. La démocratie a ses limites. Il faut sanctionner. Dans nos sociétés, c'est le moins mauvais des pires. Il faut sanctionner à un moment donné. Parfait. Et sur la sanction, s'il fallait innover là-dessus, Moussa Hiro, vous qui êtes au cœur de ces combats-là, j'ai envie de dire castration ou pas, il n'y a pas de mauvaise loi en soi. Vous savez, en parlant de castration, c'est une autre violation des droits de l'homme. Nous avons des lois qui sont claires là-dessus. Écoutez, le code pénal est clair, mais il faut appliquer ce qu'on a déjà. C'est pas appliqué. Il y a une banalisation des peines. Vous pouvez voir quelqu'un qui a abusé de sa fille, on lui donne 2 mois, 3 mois, alors que dans le code pénal, c'est de 5 à 10 ans, de 10 à 20 ans de réclusion. Et surtout, il y a des cas qui aggravent la situation. Quand par exemple le viol est commis sur une mineure, sur une jeune fille qui est mineure, un bébé dont on parle par exemple, ça aggrave la situation. Et quand le viol est suivi de meurtre, on peut aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, c'est-à-dire vous passez votre vie en prison. Qu'est-ce qui est plus grave que ça? Est-ce qu'on l'applique cela? Essayons d'appliquer ce qu'on a déjà. On n'applique pas les textes de loi. Il y a une banalisation. Même quand on juge, on condamne, tu peux voir quelqu'un qui a abusé d'une mineure qui sort avec 2 ans. 2 ans. Alors que le code pénal va jusqu'à 20 ans. Pourquoi cette banalisation? Moi, je pense qu'il faut se pencher là-dessus. Penchons-nous sur les textes que nous avons. Et peut-être essayer de voir, de rendre plus rude, plus dur ces peines que de penser à la castration. Utilisons ce qu'on a, on ne se sert pas de ce qu'on a. C'est ça le problème. Regardez tout ce qui se passe. En fait, hier, je parlais avec commissaire Ibou de l'Oprogem qui gère ce dossier. On n'a plus de repères dans ce pays. On n'a plus de repères parce qu'il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'imams, il n'y a pas d'enseignants. Vous vous souvenez de ces fillettes, de 11 fillettes 11 fillettes qui ont été, comme on appelle, doigtées par un enseignant. C'est-à-dire, après les cours, il y a la révision. Tous les matins, il y a des histoires. Oui, il y a la révision. Attendez que j'explique. Oui, allez-y. Ils improvisent ces cours de révision. Pendant que, après la révision, il prend une fille, il l'amène en commission quelque part. Le temps que celle-là revienne, toutes les autres sont parties. Il l'amène quelque part, il la doite.
Imaginez, doigter une personne, c'est le viol aussi, parce que c'est pas le consentement de la personne. À partir du moment où il y a une pénétration, que ce soit sexuelle ou avec la main ou autre chose, il y a plein de cas qui se passent dans les écoles, un peu partout. Les filles ne sont à l'abri nulle part, et il y a des pères de famille qui abusent de leurs fillettes. On est à l'abri nulle part. Utilisons la loi. Durcissons ces peines. Moussaïro, pour appuyer ce que vous... C'est pas ouvert, Maf. Pour appuyer ce que vous dites, c'est hier qu'on m'a fait part de ce témoignage-là. Ce prof, il a intérêt à se tenir à carreau, parce que ce qu'il fait en classe, il dit, enfin, il parle très très mal des garçons, mais aux femmes, il dit aux hommes, en tout cas, vous avez intérêt à vous bouger les fesses, parce que les femmes, de toute façon, les filles, de toute façon, elles pourront vivre à la sueur de leur... Vous imaginez? Et qu'il arrive des moments où carrément en classe, il tape les fesses à ses élèves. Et c'est dans un lycée de Conakry que cela est en train de se passer. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Absolument. Ça relève du harcèlement. Exactement, c'est du harcèlement sexuel. On peut porter plainte contre ce monsieur-là. Et je voudrais que les filles arrêtent de se taire. Les gens n'ont qu'à arrêter de se taire. Quand un enseignant vous regarde, il insiste. Il insiste une fois, deux fois, trois fois. Il vous tape sur les fesses. Portez plainte contre lui, c'est pas normal, c'est du harcèlement sexuel. Ça se passe partout, dans les écoles, dans les universités, dans les bureaux, dans les lieux de travail, dans les services. Ça se passe. Les femmes préfèrent se taire, accepter de coucher avec un patron. Et ne le faites pas, parce que ça vous suivra toute votre vie. Vous serez traumatisé. Il faudrait qu'on fasse passer. Il faudrait qu'on travaille avec nos têtes. Nous avons tellement de talent à mettre en œuvre, à présenter, qu'on ne peut pas accepter qu'on nous marche dessus, vraiment qu'on nous tape sur les fesses, alors qu'on n'est pas consentant. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Et parler aux parents. Vous savez, ça commence en famille. On ne parle pas aux enfants. Nos parents ne parlent pas aux enfants. Ils font de la sexualité un tabou. Et les enfants le découvrent malheureusement dehors. Et finalement, avec des inconscients. Ils s'en mêlent totalement les pinceaux. Allez-y, Je faisais la 7e année lorsqu'il y a une ONG qu'on appelait, je ne sais pas, SOS Réglo, j'ai oublié, mais en tout cas, ils venaient par moment, on leur donnait 2 heures dans notre programme, et ils venaient nous parler de sexualité. C'est là que, par exemple, moi, j'ai appris c'est quoi le capote féminin et tout. Je ne connaissais pas. Fémidon. Voilà. Il faut vraiment aller vers cela. Et justement, au niveau des ONG aussi, peut-être changer de stratégie, aller dans la communication, pas la communication pour dire aux gens, voici votre droit. Parce que hier, elle est arrivée à un niveau aujourd'hui où elle sait beaucoup de choses, elle peut parler à ses enfants. Mais allez voir ses parents qui ne savent même pas qu'il y a une loi qui les protège. Donc, il faut que les parents la sachent qu'il y a une loi. Après, on communique aux enfants, dans les écoles, dans les mosquées, dans les marchés, dans les quartiers. On peut aller dans les quartiers, on joue au football. Arrêter un match, se servir de cette tranche pour dire quelque chose, mais on ne le fait pas. On est plutôt dans dans les hôtels, pour les séminaires. Je pense qu'il faut aller. Il faut descendre un peu plus en bas. On pourrait gagner quelque chose en disant aux gens, voici ce que vous devez faire lorsque vous êtes menacé. Une communication ciblée, une communication pour le changement de comportement qui soit ciblée et qui prenne en compte justement tous les différents profils. Antoine disait quelque chose, mon cher Caps, tout à l'heure. Il disait, on n'est ni en sécurité dans les hôpitaux, ni en sécurité dans nos lieux de prière. Ah bah si je vous parle de l'église, là aussi à boire, à manger. Mais il y a ce témoignage que notre ami des grands reportages a réalisé sur la pratique de la gynécologie en Guinée. Il y a un médecin qui dit à une dame, pour t'ausculter, il faut que tu lèves les yeux vers le plafond et que tu fermes les yeux. La dame le fait et elle sent quelque chose entrer. Et elle se rend compte que c'est ça. Mon cher là-dessus, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que la société guinéenne est malade. Aujourd'hui, il y a une chose qui est très importante qu'il faut faire. Il faut faire appel aux sociologues. Il faut que les gens s'asseyent aujourd'hui pour étudier le problème à sa source et comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui mènent ces différentes pratiques. Le problème est étudié, mon cher. Cette fois, je pense qu'il faut aller à l'action. Il y a beaucoup de rapports sur la question du viol et des comportements de ce genre. Oui, effectivement. Je pense que c'est ce qu'il faut faire à la base et après aller vers l'application de nos textes de loi.
Pourquoi? Il faut rappeler que la dame, la responsable de l'OPROGEM, parlait de la transmission d'à peu près 199 dossiers de viol à la justice qui mettent à la disposition de la justice. Et aujourd'hui, pourquoi on met assez de retard à pouvoir mettre ces dossiers à disposition de la justice? Pourquoi on met du temps à juger ces gens-là et à les condamner? Mais il y a une chose qu'il faut rappeler. Aujourd'hui, il faut que la société guinéenne même assume sa responsabilité, parce que c'est une responsabilité partagée, non seulement au niveau des parents, il y a la responsabilité parentale, il y a la responsabilité de l'enfant lui-même, mais également il y a la responsabilité sociétale. Et donc là-dedans, il est important que les gens aujourd'hui changent le regard qu'on a vis-à-vis du jugement qu'on apporte par rapport à cette situation de viol-là. Aujourd'hui, la seule chose qui peut nous aider, c'est d'aller appliquer. Il faut mettre les gens, quand on emprisonne quelqu'un, il ne faudrait pas qu'après qu'on dise c'est l'imam du quartier, c'est mon tonton, c'est un membre de ma famille. Il faut après qu'on le faire, c'est unir la famille. Il faut qu'on règle à l'amiable au sein de la famille. Il faut qu'on sorte de cela et que les gens arrêtent de mal regarder les personnes qui sont victimes de viol pour les encourager justement à parler. Il faut que le regard de la société change sur la question. Il faut que le regard de la société change sur cette question. Beaucoup de choses à dire sur cette actualité et bien évidemment, nous la suivrons, nous continuerons de la suivre tant que Moussa Hierro sera là. Transition. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Continuez à réagir à cette émission au hashtag Espace GG sur Twitter ou tout simplement sur la page Facebook de l'émission où le live se tient à présent. Vos avis seront pris en compte. La page Facebook Espace TV Guinée, bien entendu. Et puis aussi sur le plus 224 657 39 13 13. Cette fois, on évolue avec le directeur général adjoint de l'ARPT. C'est l'autorité de régulation des postes et télécommunications de Guinée. Monsieur Diaby, bonjour. Bonjour Tamba. Merci de vous prêter à nos questions. Il y a cette actualité qui est venue tard dans la nuit d'hier. Le président de la République qui prend un acte de réglementation des transactions électroniques en République de Guinée. Mais bien avant, on vous avait déjà entendu plus ou moins sur le sujet, Monsieur Diaby. Merci beaucoup Tamba. Bonjour à chers amis. Et bonjour à tous vos auditeurs. Mais si vous permettez, je voulais quand même réagir sur ce sujet de viol, parce qu'en fait, j'ai mal au cœur. Je pense que toutes ces histoires dépassent les frontières de l'ignoble. Je pense que ce sont des actes d'une rare violence. C'est une violence inouïe. Ils détruisent des vies. Parce que je suis père de famille. Je pense que notre société doit donc se libérer de cette gangrène qui la ronge. J'ai entendu Caps dire qu'effectivement, moi je suis favorable en effet qu'il y ait des assises, si vous voulez. Est-ce que ce sont des maladies? C'est un vrai phénomène. C'est un phénomène. Et il faut le saisir par les cornes. Moi je pense que oui, il nous faut que les sociologues y réfléchissent. Est-ce que ce sont des psychopathes qu'il faille mettre hors d'état de nuire? Parce que effectivement, notre société est gangrénée par ces phénomènes aujourd'hui qui gangrènent notre société. Il faut que la société se débarrasse de cette gangrène qui la ronge. Merci encore une fois pour l'invitation. Donc pour revenir au sujet, Monsieur Tamba, c'est vrai que Monsieur le Président... Et d'ailleurs, c'est un correctif rapidement que l'on fait. En fait, il s'agit évidemment de l'imam. Antoine a bien raison de dire que c'est le fils, mais le père, semble-t-il, est décédé. Et donc le fils a repris le flambeau et donc c'est lui, l'imam, qui officie. Effectivement, il a 3 épouses et 7 enfants. Allez-y. Donc voilà, c'est scandaleux et je pense qu'il faut se débarrasser de ce phénomène. Donc merci beaucoup encore une fois. Sur le sujet des transactions électroniques, vous l'avez bien rappelé dans votre introduction, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, a donc pris un décret hier pour donner mandat à la RPT de réguler les transactions électroniques dans notre pays. Je pense que ceci montre à suffisance, Tamba, que le CNRD
met au cœur de la transition les TIC. Moi, je crois qu'ils ont raison, en fait. Parce que les TIC, si vous voulez, donc les technologies de l'information et de la communication, apparaissent aujourd'hui comme un atout pour faire face aux défis de la mondialisation, mais aussi un atout pour notre pays pour relever les défis du développement. Donc, ces TIC apparaissent comme étant un vecteur de croissance. Et ce décret nous permettra, si vous voulez, d'identifier des niches fiscales et essayer de les fiscaliser. Nous avons besoin des ressources endogènes dans notre pays. Et en se reposant sur ces ressources endogènes, nous allons effectivement mener à bon train cette transition et pour les générations futures. Et justement, c'est monnaie électronique, c'est mobile money, c'est mobile banking, c'est les paiements électroniques. Également, ce sont les cartes monétiques, commerce électronique, transactions bancaires en ligne, etc. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire ce matin que l'État ne percevait pas cela au niveau de ces sociétés? Quelle était la situation? Quelle était la situation? Malgré qu'en 2016, je crois, le président Alpha Condé avait pris un décret par rapport à l'adoption de la loi relative aux transactions électroniques de Guinée. C'est le texte d'application qui n'existait pas, c'est qui a été pris par le président de la transition. Merci beaucoup Djiba, vous résumez très bien. En effet, il y a une loi en République de Guinée, c'est la loi 216-035 AN, relative aux transactions électroniques en République de Guinée. Comme vous l'avez bien rappelé, c'est qu'on a une loi, il faut maintenant les textes d'application de la loi permettant aux régulateurs, si vous voulez, de réglementer le secteur. Donc ce décret, c'est un petit peu, comme on appelle, le texte d'application de cette loi. Vous le disiez, enfin, vous le mentionnez aussi, c'est vrai, le régulateur ne percevait rien sur ces transactions électroniques. C'est un petit peu une injustice qu'on est en train... Expliquez-nous, vous dites que la Guinée, à travers la RPT, ne recevait rien. Expliquez-nous quels étaient vos dus. En fait, la RPT ne recevait rien. Vous savez, ces sociétés qu'on appelle en général SFM, ce sont des sociétés services finances mobiles. En fait, ils payaient tout ce qui est fiscalité de droit commun, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, la TVA. La fiscalité générale. La fiscalité générale. Maintenant, en ce qui concerne la fiscalité spécifique, donc au secteur des télécoms, parce qu'il ne faut pas oublier que ces acteurs utilisent des supports de télécommunication pour effectuer, effectivement, pour effectuer ces activités-là. Donc, quand vous prenez le mobile money, c'est deux aspects. Il y a l'aspect money, il y a l'aspect mobile. Par exemple, je vous donne un exemple, pour faire une transaction mobile money, vous avez un code qu'on appelle le code USSD. Étoile, quelque chose, pour ne pas faire de la publicité à des sociétés ici, sinon Tamba me présentera la facture à la fin. Absolument. Donc, avec beaucoup de no pitching business. Voilà. Donc, ce code USSD, en fait, c'est Unstructured Supplementary Service Data. En fait, ce sont des données comme on appelle structurés, en fait. Ce sont des codes qui vous permettent d'effectuer des transactions. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion Internet pour effectuer ces transactions. C'est le côté le plus important de ces codes-là. Mais effectivement, le régulateur mettait ces codes à la disposition de ces acteurs du secteur régulé, mais en retour, n'avait rien. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que ce sont des ressources rares de l'État qui sont limitées dans le temps, ce qui veut dire que quand nous vous donnons ces ressources-là, on ne peut pas il y a des sociétés quand même qui brassent des milliards. Société, pour finir là-dessus. Il y a des sociétés qui brassent des milliards avec ce... Justement, c'est pour cela, nous disons qu'il y avait une loi en 2016 qui existait, sauvée à la régulation il y a un an. Avec Modestie Humilité, nous avons fait l'état des lieux. Et effectivement, il faut que la réglementation s'adapte à l'évolution du temps. Donc, il était... on dirait même nécessaire, indispensable, de prendre un tel acte pour permettre aux régulateurs justement de réglementer ce secteur-là. Parce qu'encore une fois, ce sont des niches fiscales qu'il faille fiscaliser pour que justement, parce que nous avons besoin de ces ressources endogènes. D'accord. Et mon cher pour pouvoir réguler tout ça, on sait aujourd'hui qu'il y a une faible bancarisation, on a l'analphabétisme qui fait qu'aujourd'hui, le seul moyen de paiement des e-commerce, de tout ce qui est commerce, achat, de paiement en ligne, se fait forcément par le principe de mobile money. Aujourd'hui, c'est ce qui marche. Et maintenant, aujourd'hui, la réalité dans la question que je veux poser, comment se fait-il ou comment est-ce qu'on peut expliquer ou comprendre que l'agent régulateur que vous êtes ne puisse pas déjà savoir au prime abord que ces gens bénéficiaient un petit peu de ces montants-là et que derrière que vous pouviez prendre là-dessus. Et la deuxième question, là, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui l'RPT a une idée ou une cartographie, par exemple, du nombre
d'achat en ligne qui est effectué, parce que si on ne connaît pas, aujourd'hui, comment faire derrière pour pouvoir élever des taxes ou des commissions sur chaque achat qui est effectué via le paiement mobile money. Merci beaucoup. Vous posez une question existentielle. Déjà, vous avez parlé du taux de bancarisation. Je suis d'accord avec vous que le taux de bancarisation dans notre pays est très faible. Il est aux alentours de 10%. Et quand vous prenez le taux de pénétration du mobile money, il est aux alentours de 40%. C'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, il y a 40% de nos populations qui ont un compte mobile money. Nos concitoyens, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas confiance aux banques ou parce qu'il faut faire la queue, ou en tout cas, il y a des contraintes qui ne vous permettent pas d'avoir accès tout de suite à votre argent. Donc, les habitudes se sont déplacées. Il y a eu des mutations. Aujourd'hui, 40% de notre population qui utilise le mobile money. Donc, effectivement, il était indispensable de réglementer ces secteurs-là. Et quand vous posez la question de savoir est-ce que l'ARPT que nous sommes avions une idée de ces transactions-là, la réponse est oui. La réponse est oui. C'est ce qui est d'ailleurs hallucinant, si je puis m'exprimer ainsi. D'accord. C'est-à-dire, il y a des flux énormes, mais en contrepartie, l'État était lésé. D'accord. Moi, je vais vous donner la parole. D'accord, allez-y, allez-y. Sur la même chose. C'est comment, avec des cadres à l'ARPT, on sait qu'il y a là une rentrée d'argent et qu'on ne puisse pas immédiatement, dès le début de ces transactions en Guinée, permettre à ce que l'État gagne quelque chose. Parce que ce que vous dites, si vous permettez, la question de MAF est tellement... en fait, c'est ce qui est révoltant. Depuis toutes ces années, est-ce que vous confirmez que depuis qu'il y a ces transferts monétaires en Guinée, ces transferts électroniques, on n'a jamais rien reçu en termes de recettes fiscales là-dessus? En fait, votre question est concomitante à celle de MAF. En fait, quand vous faites la régulation, quand vous avez des nouvelles activités, ce sont des nouveaux produits, ce sont des nouveaux services. Vous savez, le régulateur est là pour défendre l'intérêt des trois parties, l'intérêt de ceux-là qui investissent, parce que il faut mettre en place un environnement favorable aux investissements. Donc eux, ils investissent. Il faut défendre les intérêts de l'État, mais aussi des utilisateurs finaux. En fait, c'est pas que ça soit réellement scandaleux. Il faut laisser les acteurs développer leur activité, n'est-ce pas, pour qu'il y ait création de richesse. Et quand une richesse est créée, il faut la partager. Vous voulez dire, voulez dire que c'était comme stratégique et que c'était le bon moment d'agir? En fait, encore une fois, ce sont des nouveaux métiers. Le mobile money a été lancé il y a 5 ans. En fait, tout ce qu'on veut comprendre, M. Gassama, c'est à quel moment on devait commencer ce qu'on est en train de faire là pour pouvoir gagner quelque chose. Vous savez, l'administration, c'est une continuité. Je vous dis, nous sommes arrivés il y a 1 an. Nous avons fait l'état des lieux. Moi, je ne suis pas là pour, vous voyez, distribuer des bons points et des mauvais points à mes prédécesseurs. Je pense que vous venez, vous tracez, vous prenez une règle, vous tracez la ligne et vous avancez. N'est-ce pas? Il y avait effectivement des niches fiscales, comme je disais, qu'il fallait fiscaliser. Et les transactions électroniques font partie. Je suis passé ici la dernière fois avec un syndicaliste qui était contre une décision, enfin un arrêté qui avait été pris par le ministre des Télécoms d'alors pour, n'est-ce pas, élargir l'assiette fiscale. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir plus de 20 fois ce que les opérateurs payaient avant. Donc, je pense que le régulateur, encore une fois, c'est ce qu'on appelle en anglais les sandbox. Vous laissez les acteurs se développer leurs activités, et par après, vous leur appelez, venez sur la table. Maintenant que la richesse est créée, partageons la richesse. D'accord. Alors, il y a une question, Moussa Hiro, je vais te donner la parole pour la dernière question. Je pense que on nous en voudrait de ne pas vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on perdait concrètement? Par exemple, sur... moi, je vais dire les noms.
Et que je suis d'accord avec vous. Oui, qu'il fallait prendre des décisions. Je n'étais pas à la régulation. Mais je dis, il ne sert à rien de distribuer des bons points et des mauvais points à nos prédécesseurs. Enfin, je veux dire, ils ont fait le travail qu'il fallait parce que cette loi a été votée à l'Assemblée nationale en 2016 sous leurs autorités. Donc, aujourd'hui, l'État, c'est pas qu'on perdait, c'est juste du manque à gagner. En fait, qu'il y a eu des évolutions. On ne perdait pas. Les sociétés sont soumises à la fiscalité de droit commun. Ils payaient déjà une fiscalité à l'État. Il y a la taxe, les taxes sur les activités financières qui payent à la Direction nationale des impôts. Mais je disais qu'au niveau comment on appelle, du régulateur télécom, on ne gagnait rien. Alors qu'on ne mettait des ressources de l'État. Mais vous n'avez pas répondu à cette question. Combien est-ce qu'on perdait et combien est-ce qu'on pourra gagner, par exemple, sur une année? On peut pas, en fait, encore une fois, c'est pas le mot perdre, si on est d'accord. Parce que perdre, c'est comme si c'est en même temps un manque à gagner, c'est toujours une perte. Mais c'était un manque à gagner. Mais qu'est-ce qui va se passer désormais? On va l'écouter terminer sur ça. En fait, on a encore 2 minutes, voilà. 2 minutes avec vous. Allez-y. Je pense que vous posez... en fait, si vous voulez... Vous ne pouvez pas faire un calcul comme cela. Qu'est-ce qu'on perdait? Aujourd'hui, l'activité est fructueuse. Maintenant, il y a des textes légaux et réglementaires qui sont en place. L'arrêté, le décret ne mentionne pas le montant de la redevance à payer. Il faut justement regarder l'activité en profondeur et travailler avec ces acteurs-là. Le but de régulateur, c'est de ne pas pénaliser ces gens-là. On imagine bien, et ça va être le dernier mot, malheureusement, Djiba, parce que il est temps de recevoir notre invité. Alors, c'est de savoir... Djiba, mais vas-y alors. Voilà, parce que ça a suscité beaucoup de débats dans ce studio, au niveau des sociétés téléphoniques. Ils estiment qu'ils sont parmi les Antilles les plus taxés au monde. Et vous, déjà, vous avez pris le contre-pied. Ils disent que la contribution fiscale du secteur mobile est très élevée et disproportionnée par rapport à son poids dans l'économie guinéenne. Et plus loin, sur les 5 taxes, dont 3 spécifiques au secteur mobile, représentent 80% de la charge fiscale totale du secteur. Taxe sur la consommation téléphonique, TCT, taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés, redevance sur les faisceaux hertziens et surtaxe sur les appels internationaux entrants. Alors, vous dites... Djiba. Voilà. Oui, Djiba, juste des précisions, c'était important. D'accord. Je veux, s'il vous plaît, c'était important, voilà, justement. C'est une question très très intéressante. 2 minutes. Vous pouvez lancer le chrono. Allez-y. Parce que je pense que c'est vraiment une question qui est très très intéressante. Je pense qu'il y a une mauvaise foi de nos acteurs. La fiscalité du secteur des télécoms en Guinée est raisonnable. Je vais vous prendre un exemple d'une société qui nous dit qu'elle est taxée à hauteur de 64%. Alors, une société qui est taxée à hauteur de 64%, donc il lui reste combien? Il lui reste 38%, n'est-ce pas? Il nous dit qu'il a 36 autant pour moi, il a investi 18%. Donc il lui reste 18%. Dans les 18% qui lui restent, il paye des dividendes, il dit qu'il a reversé des dividendes, il s'est acquitté de ses cotisations sociales, les charges patronales, il a payé les salaires. Et mieux, avec les 18% qui lui restent, il fait une croissance à 2 chiffres, 19,1%. Il trouvait l'erreur. C'est 2 choses l'une. C'est soit vous n'êtes pas, comme on appelle, la pression fiscale n'est pas de 64%, ou soit ce que vous déclarez n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que moi je pense qu'il faut poser ces débats de façon sereine pour éviter qu'il y ait des spéculations justement. La fiscalité en Guinée, la fiscalité du secteur, comme je disais, est raisonnable. Nous sommes dans un secteur qui est mature. Tamba, voilà 4 facteurs concomitants qui nous permettent de conclure de la maturité de notre secteur. C'est d'abord le taux de pénétration. Le taux de pénétration du mobile en Guinée est aux alentours de 120%. Ça peut paraître disproportionné, pourquoi plus de 100%? Pour la simple raison qu'il y a des Guinéens qui ont 1, 2, 3 cartes aussi. En effet. Ça, c'est le taux de pénétration. L'RPU, en fait, c'est votre consommation moyenne mensuelle. Il est passé en Guinée de 7 $ à 3 $. Et l'usage physique. Et la 4e, c'est le taux qu'on appelle, c'est la participation au produit intérieur brut. Mais Tamba, le secteur n'est simplement pas mature, le secteur est dynamique. Quand vous regardez l'évolution tendancielle des revenus du secteur ramenés au pourcentage du produit intérieur brut, vous verrez que les revenus croissent. Mais pourquoi les revenus croissent? Ils croissent en fait parce que le nombre d'abonnés croît, parce que le trafic croît. Donc, je disais que quand on crée une richesse dans un pays,
il faut que cette richesse soit partagée de façon juste et non disproportionnée. Quand vous dites que la pression fiscale, la TVA c'est de la fiscalité de droit commun. C'est vous, moi qui payons. Ça ne peut pas être une pression fiscale pour un utilisateur. Ils disent que la TCT est une pression fiscale. Non, la taxe sur la communication téléphonique n'est pas une pression fiscale. Pour la simple raison, c'est une taxe qui a été votée à l'Assemblée nationale pour faire face à Ebola. Donc, c'était un petit peu le rapport dans l'effort de guerre. Dans l'effort de guerre, parce que nous étions en guerre face à un virus qui est invisible. Mais qui paye? C'est 1 franc la seconde. C'est l'utilisateur final. Parce que quand vous prenez la communication à la seconde, c'était 8 francs. Quand la TCT est rentrée en vigueur, on est passé à 8 francs. Donc l'État a demandé à ses contribuables, à ses consommateurs, de participer à l'effort de guerre. Ça ne peut pas être une pression fiscale. Et je finis là-dessus. La douane, ils ont mis 5%. C'est de la parafiscalité. Quand vous importez un équipement, ça c'est dans vos... comment on appelle, c'est dans vos investissements, c'est dans vos CAPEX. Vous mettez le prix de l'équipement, le dédouanement, parce que celui-là, vous allez le transport, parce que vous allez l'amortir. Chaque année, on ne va pas vous demander de dédouaner quand même l'équipement que vous avez fait rentrer. Donc, la parafiscalité, ce n'est pas de la pression fiscale. Donc, je pense que ce document que les opérateurs brandissent, c'est pour mettre de la pression. Je pense qu'il faut être courageux dans les réformes. Et ces réformes ont porté fruit. Parfait. Des réformes qui ont porté fruit. C'est question oui ou non. Est-ce que ce décret va avoir un impact sur le coût de la consommation à la minute, par exemple? Aucun impact. Par contre, ça aura un impact dans les caisses de l'État. D'accord. Positivement. On espère en tout cas. Merci Monsieur Gassama Diaby d'avoir pris la parole chez nous. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. On poursuit les grandes gueules dans un instant. Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il est notre invité. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Les journalistes accoucheurs de vérité. Voilà, retour donc dans ce studio. Nous vous l'avons annoncé, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est notre invité ce matin. Il est arrivé au gouvernement le 21 octobre dernier. Bachir Diallo a multiplié des actions depuis. Et pour certaines, c'est peu de le dire, l'officier n'a pas fait dans la dentelle. Il n'y est pas allé de main morte. Il n'a pas fait les choses par le dos de la cuillère. Et dans la foulée, les paroles, mais aussi les actes du nouveau ministre ont fait jaser dans la cité. On lui a reproché notamment de s'aventurer en termes interdits du judiciaire, ou encore, et c'est une accusation qu'on lui porte, il est notre invité, il nous dira ce qu'il en est. Il aurait agi en monarque qui rase tout sur son passage à la tête de la commission par ailleurs interministérielle de récupération des biens de l'État. Il voit son portefeuille s'étendre à une large palette de nouvelles responsabilités. Pour la première fois, Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, nous fait l'honneur d'être reçu dans ce studio. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Merci d'accepter cette invitation. Mafoudia pour la toute première question. C'est même pas une question, c'est réaction. Ce sera une doléance. Parce qu'il y a, quand on a annoncé son arrivée sur ce plateau, il y a beaucoup qui ont demandé à ce qu'on puisse décrocher un sourire. Parce que sur toutes les photos, c'est avec le ministre, il y a aucun sourire. Là, il nous demande, ce sera le cadeau de l'année. Ben voilà. On a le sourire du ministre. Donc l'émission, elle est réussie, hein, parce que le ministre a souri ce matin. Bon, les gars, qui pour la première question? D'accord, Antoine Koroma, c'est avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation, monsieur le ministre. On est très heureux de vous recevoir dans ce studio. Pour commencer, dites-nous comment se porte le ministère de la Sécurité depuis votre arrivée. Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de vous dire grand merci de me donner l'opportunité
de m'exprimer, de parler aux Guinéens du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, de ce qu'il fait, de ce que nous faisons, les chantiers que nous avons lancés depuis que j'ai eu l'opportunité et la confiance du président de la transition, son Excellence Mamadi Condé, de me confier Doumbouya, excusez-moi, le portefeuille régalien de la sécurité et de la protection civile. Au fait, lorsque j'ai été nommé à la tête de ce département, quand je suis arrivé, je ne dirais pas que j'ai trouvé un vide, mais c'était proche d'un vide. Donc, tout de suite, il fallait s'atteler et prendre en compte le ministère, aller chercher toute la documentation qui réglemente l'organisation, le fonctionnement, les attributions du ministère, mais aussi tous les autres documents qui réglementent le fonctionnement des directions générales, des directions centrales, mais aussi des directions techniques. Il s'agit là des statuts spéciaux et l'ensemble de tous les autres textes qui ont été élaborés. Parfait. Monsieur le ministre, la machine est allumée. Réunir toute cette documentation. Nous reviendrons sur la phase de ce diagnostic que le ministre aura posé. Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, est notre invité. On se retrouve juste derrière, après 9 minutes, cette page publicitaire, avec notre invité. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. La BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables. Ou les organisations de défense des droits de l'homme. Appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables en association avec le groupe Adafo Média, Radio Espace, Sweet FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espace Région, Adafo Régie, Adafo Events. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Vous avez une voiture en panne sur la route? Pensez tout de suite à NCA Assistance Auto. Un service dépannage disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Plus qu'un service dépannage, NCA Assistance Auto vous assure une assistance remorquage véhicule, une assistance panne résorbable, une assistance près de véhicule et une assistance comme Health Safe Borders, retour à la maison des personnes à bord. Souscrivez NCA Assistance Auto et roulez assuré. NCA s'occupe de tout. NCA, le vrai visage de l'assurance.
route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? NCA Sonoya, un service à votre disposition pour faciliter vos souscriptions et recevoir vos contrats d'assurance où vous voulez. Rien de plus simple. Enregistrez les numéros 666 18 12 82 ou 621 47 84 79. Ensuite, envoyez-nous vos requêtes sur les mêmes numéros via WhatsApp. Commencez à suivre des instructions du robot en appuyant sur les chiffres 1 ou 2. Pour effectuer votre paiement, vous avez deux options, par code marchand Orange Money au 17 04 14 ou par MTN Momo au 666 18 12 82 et faites-vous livrer votre contrat où que vous soyez. NCA Assurance, immeuble NCA, boîte postale 58 84, avenue de la République, Kaloum, Conakry. Retrouvez-nous sur internet en vous rendant au www.groupenca.com ou nous écrire par mail au nciaguinée@groupenca.com. NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Galac Radio. Galac Radio. Woma Sigi. Woma Radio. Galac Radio. Galac Radio. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà.
Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Tabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. La BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables. Ou les organisations de défense des droits de l'homme. Appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes. Tour donc en ce studio avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo, nous fait l'honneur d'être notre invité ce matin. Je vais lire quelques messages rapidement sur Facebook. On va commencer avec John Obi Mikel Verdi qui a écrit et il dit merci monsieur le ministre, on ne sourit pas avec les Guinéens, surtout pour votre poste qui ne demande pas à sourire à chaque fois. Le peuple compte sur vous pour mettre de l'ordre et lutter contre l'insécurité en Guinée. Et puis Youssef Kaba qui écrit également toujours sur Facebook, il dit nous continuerons à enregistrer des cas de viol tant que la législation en vigueur n'est pas durcie et appliquée. Le combat contre ce fléau doit être une affaire de tous. En agissant fermement ensemble, nous réussirons
à le juguler. Et puis ça avance, voilà, qui dit je suis une vieille dame, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, je remercie d'accord pour avoir sauvé le mariage, enfin ça c'est des annonces, voilà. Et celui-ci c'est Ousmane Le Noble Diallo qui nous écrit bonjour Zachary et à toute l'équipe, cette question de viol est devenue un phénomène récurrent dans la cité. Pour mettre fin à cette pratique ignoble, je suggère aux autorités compétentes en la matière de légaliser la pendaison pour freiner ce phénomène, c'est-à-dire toute personne qui se livre à cet acte subisse une pendaison publique et séquestrée. Ah, j'ai pas compris, une pendaison publique et séquestrée, c'est une réaction à cette émission. Et puis celui-ci, Abdul Karim Mouloba, bonjour Tamba, pour mettre fin à ces cas de viol répétitifs, il faut rétablir la peine de mort pour ces pervers. Par contre, Tamba, faut tout faire pour faire sourire le ministre. D'accord. Enfin, ça, c'est d'accord. Bonjour les GG, c'est Mamadou Bobondiere Diallo qui nous écrit. La question du viol a pris une hauteur préoccupante dans notre pays. C'est inaudible, inacceptable qu'un majeur de 3 femmes et 7 enfants se permette d'abuser une mineure de 14 ans. La justice doit sévir en toute vigueur contre ces pédophiles pour mettre fin à cette pratique qui n'honore pas notre société. Et puis on va terminer avec Souleymane Konaté qui nous a écrit depuis Dubreka. Le viol a toujours existé en Guinée, cependant les pesanteurs sociales et l'injustice garantie aux violeurs était le principal facteur de la résignation des victimes et de leurs familles. C'est le lieu de saluer le courage et la résilience de Moussaïero Ba et toutes les autres organisations féminines. Grâce à elles, la parole se libère sur les cas de viol en Guinée, malgré la résistance de certaines pratiques culturelles. On revient donc en studio pour poursuivre. C'est Antoine qui posait la question du début. On te rend donc le micro pour cette interview avec Monsieur le Ministre. Juste avant, Monsieur le Ministre, j'ai fait une remarque avant d'entrer dans le studio à la pause. Je constate que vous êtes avec un seul garde du corps, habillé en veste, il n'y a aucun pick-up en bas. Alors que d'habitude, quand on reçoit un ministre dans ce studio, c'est important ce que je vais dire, de la sécurité, de Kabélé. C'est tout un armada que nous recevons, des policiers dans tous les escaliers et même au bas de l'immeuble. Mais vous, c'est avec un seul garde du corps en veste. Pourquoi? Merci beaucoup. Vous savez, en tant que ministre de la Sécurité et de la Protection civile, j'avais la possibilité de faire comme certains de mes prédécesseurs le faisaient. Mais je me suis dit, écoutez, c'est à nous qu'il revient d'assurer la sécurité routière. C'est à nous qu'il revient de faciliter que les usagers fassent usage de la route sans difficulté, avec moins d'embouteillages. Moi, avec mon cortège, j'ai la facilité de passer par où je veux. Mais je me suis dit, il faut que je vienne seul pour voir effectivement ce qui se passe, les difficultés que les usagers ont et pour pouvoir prendre des dispositions. Deuxième élément, je pense qu'il faut rester simple et gouverner par l'exemple. Si on se permet d'abuser de nos pouvoirs en utilisant autant de gardes qu'il n'en faut, ce n'est pas normal. On est dans un régime de transition. La transition vise la refondation de l'État. La refondation de l'État passe par ces gestes qui sont assez significatifs. La refondation de l'État qui passe par ces gestes qui sont assez significatifs. Je suis bluffé sincèrement à ce niveau. Tu vas pas nous faire du Ahmed Kourma ce matin. À ce niveau-là, pour son attitude aussi simpliste, je suis bluffé. D'accord. On va venir sur d'autres questions. Mais parlons de l'état des lieux. Voilà, l'état des lieux, vous étiez sur la ça. question. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur le terrain à votre arrivée? Vous aviez commencé... Vous disiez que vous n'allez pas dire qu'il n'y avait rien, mais c'était presque cela, ce que vous dites. Ok. Vous savez, lorsque vous venez à la tête d'un département, le premier jour, vous devez trouver des dossiers sur votre table. Les dossiers les plus brûlants et l'ensemble des textes
qui gouverne votre département. Justement, je n'ai pas trouvé cela. J'ai eu l'impression que l'on venait de créer le département de la sécurité et de la protection civile. Monsieur le ministre, C'est même, fort ce que vous dites. celui qui vous a précédé, Damantin Albert, on sait que c'est un fin technicien, c'est un ministre, c'est un cadre compétent que nous connaissons. Vous voulez nous dire que vos prédécesseurs n'ont pas pris la peine de prendre les dispositions afin que le département soit muni de tout ce qu'il faut comme structuration? Le ministre Damantin n'était plus là. Le département était géré par le secrétaire général et qui assumait les fonctions de ministre par intérim. Mais même s'il n'était pas là, quand même, les documents, les textes qui gèrent, qui réglementent le fonctionnement du département devraient exister, même si peut-être qu'on ne les a pas déposés à votre table, mais expliquez-nous. Les a-t-on fait disparaître? Moussa Hiro, moi je parle même plus des dossiers brûlants, comme vous dites. Monsieur le ministre, il y a des dossiers en instance. Je voulais juste vous dire, c'est pas au ministre en train d'aller vers les dossiers les plus brûlants, les textes les plus significatifs. Il doit les trouver sur son bureau. Donc, monsieur le ministre, vous voulez donc dire que c'était... On va le laisser terminer avant, je donne la parole. Ça ne veut pas dire que ces textes n'existent pas. Ça ne veut pas dire que ces dossiers brûlants n'existent pas. Mais pour un département qui fonctionne normalement, lorsque le ministre entrant arrive, il doit trouver tout ça sur son bureau. Mais imaginez le ministre qui arrive, qui fait un effort pour demander à tel directeur, à tel fonctionnaire de la police et de la protection civile, j'ai besoin de tel document, j'ai besoin de tel document. C'est pas au ministre en train de le faire, vous devez le trouver sur votre bureau. D'accord. On va donc avancer. Donc, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut appeler ça comme, on peut voir cela comme étant du sabotage, ou est-ce qu'il y a cette difficulté de faire adhérer l'ensemble de la direction vis-à-vis de votre... Comment vous l'interprétez? Je vais expliquer ça en faisant juste allusion à la mauvaise gouvernance qui a caractérisé la Guinée ces dernières décennies, mais surtout accéléré lors de la dernière décennie. Comment vous pouvez imaginer qu'on s'attende à l'arrivée d'un nouveau ministre, que vous veniez, qu'il n'y ait ni briefing, ni document, ni dossier, rien de brûlant sur votre bureau? La question qu'il faut se poser... C'est pour vous envoyer se casser la gueule. Est-ce que c'est de cette façon qu'on doit gouverner un pays? Je devais trouver tout ça sur place. Il m'a fallu une semaine pour aller récupérer ces documents-là un à un, les consulter et pour savoir sur quel pied repartir. Waouh. Donc, Moussa Hiro voulait renchérir avant vous. Quelque chose lors de la passation de service. Il a dit, je le cite, il ne faut pas ignorer que nous avons passé plus d'une décennie où le maintien de l'ordre musclé et qui tournait parfois au sang a constitué la mission presque exclusive de ce département et ce ne devrait pas être le cas. Absolument. La mission de la police et de la protection civile est multiforme. Il n'y a pas que le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, ce n'est qu'un aspect. Vous avez la prévention, vous avez l'immigration, vous avez tous ces étrangers qui entrent dans ce pays de façon clandestine ou qui rentrent irrégulièrement et qui sont aussi, et c'est un secteur aussi qui est extrêmement mal géré. Vous avez également la protection civile, vous avez les renseignements intérieurs. Mais qu'est-ce qui a caractérisé, si vous voulez, la police ces derniers temps? On a mis tout l'effort sur le maintien de l'ordre. Et un maintien de l'ordre qui était souvent militarisé. Quand vous militarisez le maintien de l'ordre, il faut vous attendre à quelque chose. C'est quoi? C'est les dérives. Le maintien de l'ordre, c'est pas l'usage chose excessif des moyens dont il dispose. Et surtout lorsque ces moyens sont mortels, sont létals, c'est pas normal. Le maintien de l'ordre, c'est le gaz lacrymogène, c'est les gourdins, c'est ce qu'il faut utiliser. Le maintien de l'ordre, c'est donc une démarche plutôt intelligente. La mission de la police qui était presque exclusivement rattachée finalement au maintien de l'ordre. Djiba Milimouno, on avance avec vous. Justement, sur toujours la même question, vous dites dorénavant il faut changer cela.
Et qu'est-ce qui va se passer prochainement? Puisque c'était un bain de sang, c'était des cas de mort, malheureusement, parfois aussi dans les deux camps. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Lorsqu'il y a manifestation, puisque c'est un... Le pays est en train de prendre de l'ascension à tous les niveaux. Maintenant que des citoyens, à un moment, expriment le besoin peut-être de manifester par rapport à une situation, quelle va être la posture dorénavant de la police sur la question? Maintenant, l'autre question, c'est, je reviens sur le diagnostic. Quand vous êtes venu, c'était un diagnostic organisationnel, sur le plan humain, sur le plan financier. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Il faut rappeler que la police et la protection civile étaient déjà en réforme. Ça remonte de 2010. Il y a un diagnostic qui a été posé. Un rapport a été établi à l'issue de ce diagnostic. Et dans ce rapport a accouché, si vous voulez, une stratégie nationale d'action prioritaire. Donc, il a défini des actions prioritaires à mener avec des axes d'intervention. Cette réforme a continué, mais le risque avec cette réforme, c'était quoi? Qu'il y ait une mauvaise volonté politique, qu'il y ait une instabilité institutionnelle et qu'il y ait une mauvaise appropriation des recommandations. Et l'ensemble de tout ce que j'ai dit là, c'est conjugué et a freiné justement cette réforme. Nous, on arrive dans ce contexte. Donc, lorsqu'on est arrivé, qu'est-ce qu'il fallait faire? On n'avait pas besoin forcément de faire un diagnostic de toute la police et la protection civile. Il fallait juste faire un diagnostic de la mise en œuvre. Donc, après un rapide diagnostic, une sorte d'évaluation de cette mise en œuvre, on a essayé d'élaborer un plan d'action avec des axes majeurs d'intervention et des actions à mener sur chacun de ces axes. Mais ce plan d'action, il ne suffit pas. Il fallait tout de suite mener des actions, c'est-à-dire des actions qui ont un impact sur les utilisateurs des services de la police, notamment la population. C'est la circulation routière, l'arnaque au niveau de la circulation routière, et les difficultés que les gens ont pour l'acquisition des documents de voyage, et l'arnaque dans les commissariats. D'accord. Donc, ça, c'est des chantiers que nous avons déjà lancés. Donc ce sont vos priorités après ce travail de diagnostic? C'est-à-dire, c'est des actions qu'il faut mener parallèlement au plan d'action. D'accord. Et c'est pour cela que vous avez vu, on a fait un effort considérable pour réduire les embouteillages, parce que la police routière à elle seule n'était plus en mesure d'assurer la sécurité routière. Donc il fallait partir chercher la ressource là où elle est. La ressource était où? C'est au niveau des CMIS. Les CMIS dont la mission essentielle, c'est le maintien de l'ordre. Mais le statut et les règlements me permettent, en tant que ministre de la Sécurité et de la Protection civile, d'en faire usage. D'accord. Donc on est allé, on les a cherchés. On les a amenés en complément avec la sécurité routière. C'est ce qui justifie que vous voyez un nombre important de policiers dans la circulation. Dans la préparation, vous nous appreniez qu'il y avait 800 éléments de police, d'éléments de police routière. Exact. Et vous en avez rajouté d'autres. Combien sont ceux qui sont venus en appoint? Il y a eu un appoint de 400. 400 autres. Voilà. Donc ils sont à 1200 aujourd'hui. Voilà, ils sont à 1200. Mais ça passe à la solution définitive. Ça, c'est juste pour régler cette question, si vous voulez, de façon ponctuelle. Vous savez, l'embouteillage, pour régler le problème d'embouteillage à Conakry, vous avez plusieurs ministères impliqués. Donc, c'est intersectoriel. Vous avez le ministère des Transports. Vous avez le ministère des Transports et des Travaux publics. Nous sommes dans un pays où il n'y a presque pas de panneaux de signalisation. Il n'y a pas de feu. Donc, il faut tout faire avec la police routière. 2, il faut aussi que les citoyens comprennent que pour faire usage de la route, ils ne sont pas tout permis. C'est notamment, vous voyez un citoyen qui vient, qui s'estime être plus pressé que les autres, immédiatement on crée artificiellement une deuxième file là où il faut une seule file, une troisième ou une quatrième file là où il n'en faut que 2. Mais donc, c'est multisectoriel. Donc, c'est l'ensemble de tous ces éléments qu'il faut mettre en œuvre
pour régler le problème de circulation à Conakry. D'accord. Allez-y, Maf, nous sommes avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Alors, c'est vrai que quand on parle de police, on l'assimile facilement, ou bien on clôt ça seulement aux manifestations, à la gestion des manifestations ou à la régulation de la circulation. Mais vous qui êtes venu, vous êtes un ministre de la Transition, on sait que c'est pour une période bien déterminée. De façon très brève, quelles seront vos priorités à part la gestion de la circulation ou encore ces manifestations, sur quel autre secteur on pourrait vous voir pendant cette transition? Vous évoquiez le passeport tout à l'heure, toutes les pièces de voyage. Ok. Avant de revenir au passeport, vous savez, à la police, il y a un problème de ressources humaines. Il y a un problème d'application des textes et règlements. Donc, dans un premier temps, il faut amener la police à respecter les textes et règlements qui régissent la police. C'est ce qui éviterait demain qu'un policier utilise son arme pour, si vous voulez, l'employer dans un cadre où il ne doit pas l'employer, notamment dans le cadre du maintien de l'ordre. Donc, l'amélioration du cadre juridique et légal, c'est un élément qui est extrêmement important et qui constitue non seulement la priorité de mon département, mais c'est aussi une priorité du Premier ministre et du Président de la République. Maintenant, pour revenir au passeport, initialement, il fallait juste s'enrôler sur un seul centre. C'est là où l'enrôlement se fait et c'est là où l'impression des passeports également se fait. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait juste respecter les textes de la Convention qui disaient qu'il fallait décentraliser l'acquisition, l'établissement et l'acquisition des passeports. Il se trouve que ces conventions, les dispositions contenues dans cette convention n'ont pas été respectées. Par l'opérateur? Par l'opérateur, bien sûr. Donc, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous sommes en train de décentraliser comment on appelle ça, les documents, l'acquisition des documents de voyage, notamment les passeports, sur d'autres centres. Il y a un centre qui est déjà opérationnel, c'est celui de Nongo. Il y a un centre qui va être opérationnel la semaine prochaine, c'est à Matoto. Et il y a également un autre centre qui va être opérationnel, c'est à Matam. Donc lorsque tous ces centres-là vont être opérationnels, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il n'y aura que l'impression des passeports. D'accord. Donc la foire que vous voyez à l'intérieur du ministère de la Sécurité et de la Protection va cesser en arrivant à... D'accord. Monsieur le ministre, justement sur la question, parce que je suis allé pour ma carte d'identité au niveau du commissariat central de police de Nongo. Ils font un travail remarquable. Ça, de passage, je vous tire un chapeau. Mais il y a un problème, voilà, c'est pas lié à eux, mais c'est la nature des choses, c'est l'électricité. Lorsque le courant part, j'ai constaté qu'ils n'ont pas de groupe électrogène. C'est très bon de décentraliser, mais est-ce que vous avez pensé à cet aspect-là? Parce que quand le courant part, les gens sont obligés d'attendre peut-être toute une journée ou partir et revenir après. Ça m'est arrivé, mais sur le terrain, quand même, vos agents ils font un travail remarquable. L'organisation est très bien faite, mais ce facteur-là, il faudrait quand même trouver une solution. Qu'est-ce que vous décidez? Voilà, pour soit des groupes électrogènes, ou qu'est-ce que vous faites pour compenser un peu ce déficit-là? Et Ama Foudia qui voulait rajouter rapidement avant que vous répondiez. Parce que tout à l'heure, en parlant des passeports, vous vous êtes appesanti sur les points de Conakry. Qu'en est-il de l'intérieur du pays? L'intérieur du pays est également dans le programme. Mais moi, je me suis dit qu'il fallait d'abord régler la question à Conakry. Une fois que la question à Conakry va être réglée, on ira région par région. Je pense que c'est fondamental parce qu'il ne faut pas disperser nos efforts. Imaginez que dans un pays, dans toute une république, qu'il y ait un seul centre d'enrôlement et d'impression des passeports. Ce n'est pas normal. Donc il faudrait qu'à Conakry, que partout où vous voulez obtenir un passeport, vous l'avez dans les délais requis. C'est ça notre objectif sur ce plan. Sur la question de Kiba. Non, on va écouter sur la question des groupes électrogènes. L'autonomisation de ces centres par rapport à l'électricité. C'est bon, c'est bien organisé, mais ce facteur-là, quand même, l'électricité. Et il n'appartient pas au ministère de la Sécurité et de la Protection civile dans les conventions
de mettre un groupe électrogène en place. D'accord. C'est pour cela qu'on a convoqué notre partenaire pour lui dire, est-ce que vous avez de l'électricité pour que votre travail ne soit pas entravé par une coupure d'électricité? Il l'a confirmé et il a insisté, ils ont des batteries et je ne sais pas le jour où vous êtes parti, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ils ont des batteries. Ce sera au tour de Antoine tout à l'heure, mais forcément nos compatriotes de l'étranger suivent cette émission. Quand on parle de passeport, on parle aussi d'eux. Leur situation était compliquée jusque-là. Où en est-on aujourd'hui de la délivrance et de l'acheminement des passeports pour nos compatriotes qui sont à l'étranger, monsieur le ministre? Justement, ça c'est notre problème. Parce que imaginez que des parents investissent, revendent leurs biens pour envoyer leurs enfants à l'extérieur et qu'on demande à ces enfants un document et que cet enfant soit obligé de venir jusqu'à Conakry pour établir ce document. Ce n'est pas normal. Donc normalement, dans les conventions, ils ont des kits qui leur permettent d'aller à l'extérieur, faire l'enrôlement. Mais malheureusement, ces kits, c'est juste pour faire l'enrôlement. Il faut que ces documents soient ramenés jusqu'à Conakry. Une fois le passeport établi, par le biais du ministère des Affaires étrangères, les passeports arrivent au niveau de nos ambassades et c'est à partir de nos ambassades que ces passeports sont livrés à ces éléments. Donc ici également, on a appelé notre partenaire pour lui dire, écoutez messieurs, ce n'est pas normal que les gens ne fassent que l'enrôlement et que les gens ne soient pas en mesure d'avoir leur passeport là-bas comme cela se ferait ici à Conakry. Donc également là, on est en train d'aller vers ça. Et il y a des pays comme par exemple le Canada où j'étais, jusqu'à présent, rien. J'ai vu des étudiants là-bas et qui ont failli perdre leur statut parce que tout simplement ils n'ont pas de documents. Donc là, très prochainement, on enverra une mission au Canada. J'ai appelé les éléments de la DCPAF pour me dire la faisabilité justement de cela. D'accord. Sur la même question des passeports, je voulais enchaîner là-dessus, monsieur le ministre. Aujourd'hui, le problème ne se situerait pas forcément au niveau de la décentralisation, mais au niveau de l'impression même des passeports. Le plus souvent, on a tendance à dire qu'il n'y a une seule machine qui fonctionne, et donc les machines sont en panne. Oui, il y a des papiers qui manquent. Il y a des papiers qui manquent, etc. Donc ça, c'est justement des facteurs qui font qu'il y a une très grande lenteur. Quel est votre regard à ce niveau et qu'est-ce qui est en train d'être fait? Quelles seront les solutions pour solutionner ça? Les problèmes liés au passeport sont multiformes. Et vous avez un problème humain, c'est-à-dire c'est le comportement des agents dans toute la chaîne, depuis la vérification des documents administratifs, l'enrôlement, l'impression. Mais énormément, il y a aussi un problème technique. Le problème technique, c'est lequel? Il appartenait à l'opérateur, lorsqu'une machine est en panne ou lorsque une machine présente des vétustés, de la changer, de la réparer. Et lorsqu'il s'agit d'augmenter le nombre de machines, parce que le besoin a augmenté, et il appartient également à notre partenaire de le faire. Mais il a d'énormes difficultés à ce niveau. Les machines sont devenues vétustes, les machines ne sont pas changées à temps. Mais le problème ne se situe pas seulement à ce niveau. C'est lui qui a signé le contrat directement, la convention avec la partie guinéenne, il a sous-traité avec un Guinéen. D'accord. Donc, il a d'énormes difficultés, justement, à changer ces machines. Voilà pourquoi, quand vous arrivez par moment, vous trouvez une machine qui est en panne, et on vous dit que la machine est en panne. Deuxièmement, vous avez un embouteillage énorme, parce qu'il y a une notion, un terme qui apparaît qu'on ne retrouve qu'en Guinée, l'écrasement de passeport. Il y a plein de Guinéens qui changent leur date de naissance, leur filiation, parce que tout simplement, ils veulent être mineurs et pouvoir voyager
et bénéficier, si vous voulez, des avantages accordés aux mineurs. Mais d'ailleurs, monsieur le ministre, vous allez avancer sur la question. Il y a un de nos auditeurs qui pose la même question. Il voudrait que l'on insiste sur la question des erreurs, la correction des erreurs orthographiques, parce que c'est arrivé même avec mon nom, ils ont mis Milimono alors que c'est Milimouno. On parle également d'écrasement de passeports. Quelle va être votre panacée sur ces questions, votre solution? Ben, lorsqu'il s'agit d'une erreur sur le nom, le prénom, on peut le modifier. Mais lorsque volontairement vous modifiez votre nom de famille pour un nouveau nom, ou que vous modifiez votre date de naissance pour un objectif qui vous est propre, il est complètement interdit de changer votre passeport initial au profit du nouveau que vous voulez obtenir. Pourquoi? Imaginez, il y a une bonne partie de ces gens dont l'empreinte digitale a été déjà enregistrée ailleurs. Si vous changez le passeport d'un élément qui se situe dans ce cas, il se retrouve dans ce pays-là, quelle va être la crédibilité d'un document guinéen délivré en Guinée? C'est ça le problème. D'accord. Alors, si vous permettez, s'il vous plaît, on va avancer dans ce débat parce qu'il nous reste pratiquement 10 minutes arrachées comme ça à l'autre. Allez-y, Antoine, le feu. Pas le feu. C'est le feu. Peut-être des questions qui fâchent ce matin. Il faut le dire clairement. Vous n'étiez pas là. On vous a reproché des choses dans vos façons de faire au département. Depuis votre arrivée, on vous accuse de faire des règlements de compte au département de la sécurité. Il y a eu des actions que vous avez posées qui donnent à réfléchir. Le dernier cas en date, c'est celui de la démolition d'un bâtiment presque flambant neuf que vous avez mis à terre, on ne sait pour quelle raison. L'autre question, c'est le limogeage de quelques-uns de vos directeurs, notamment l'inspecteur général de la police qui a été limogé pour des raisons plus ou moins connues. Il y a un autre acte. Récemment, Lamine en parlait hier, on parle d'un acte que vous avez posé qui a failli créer un incident diplomatique entre la Guinée et les États-Unis récemment. Dites-nous clairement ce qui se passe. Est-ce que ce qu'on vous porte comme charge est une réalité? Est-ce que monsieur le ministre règle des comptes au département depuis sa venue? Moi, je ne suis pas venu pour régler des comptes au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et je pense qu'on est dans une transition. Si cette transition n'est pas une transition transformatrice, il ne sert à rien d'être dans cette transition. Moi, c'est dans cette logique que je m'inscris. Et c'est la logique du président de la transition. Vous comprenez? C'est la refondation de l'État. Et la refondation de l'État passe justement par un certain nombre d'actes à accomplir, mais aussi de comportements. Est-ce que vous avez besoin d'être... On va l'écouter sur les éléments, si te permets, Antoine. C'est pas être dur. Vous savez, pour peu que vous disiez aux gens ce que vous devez faire, pour peu que vous fassiez ce que vous devez faire, je dis peu, hein, tout de suite, vous êtes accusé de tous les noms d'oiseaux. Je vais revenir sur chacun de ces actes. Au cas par cas, et assez rapidement. L'inspecteur général qui est venu ici, c'était un inspecteur que j'avais mis là-bas provisoirement parce que celui qui était là est allé à la retraite. L'inspecteur général est nommé par décret du président sur proposition du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Mais puisque la nature a horreur du vide, eh bien, j'ai mis des gens là provisoirement par un acte aussi simple et ordinaire qu'une décision, même pas un arrêté. Et puisque les gens sont allés à la retraite, ils avaient des moyens, notamment les véhicules, les talquis. Il fallait que ces moyens soient réintégrés au profit des futurs chefs qui allaient être mis en place. Donc j'ai appelé l'inspecteur général pour lui confier cette mission. Il n'a pas été en mesure d'exécuter cette mission. Je l'ai interpellé à plusieurs reprises. Je l'ai interpellé en conseil de cabinet. Mais il n'a pas été vraiment à la hauteur. Et par rapport à ça,
À la hauteur. À quel niveau, monsieur le ministre? Parce que j'ai été au ministère de la Sécurité, j'ai vu les véhicules qui ont été récupérés. On nous apprend que c'est pour le cas Bafoué. Il y a eu souci, vous lui reprochez d'avoir en venir. Expressement refusé de récupérer des véhicules offerts par des institutions au général Bafoué. J'ai vu dans la cour du département une vingtaine de véhicules récupérés par cet inspecteur. Parfait, on va l'écouter, allez-y. Si vous portez confiance en moi, je vais juste vous expliquer. Et je ne l'ai jamais envoyé chez M. Bafoué. Et lorsque M. Bafoué est rentré chez lui avec son véhicule de commandement, et que les autres venaient se poser la question de savoir, mais pourquoi M. Bafoué est allé avec son véhicule? J'ai dit, le statut le lui permet. J'ai dit, est-ce que tu as regardé le statut? Il y en a un qui m'a demandé, c'est quoi le statut? Donc j'ai pris la décision, ramener tous les véhicules. Lorsque j'aurai l'ensemble des véhicules, les véhicules vont retourner aux ayants droit. Et lorsque j'ai eu tous les véhicules, le véhicule de M. Bafoué lui a été retourné. Le jour certainement que vous êtes venu là-bas, c'était les premiers véhicules intégrés. Mais qu'est-ce qui aurait coûté à cet inspecteur de venir faire le compte-rendu? Qu'est-ce qui aurait coûté à l'inspecteur pour venir me dire j'ai des difficultés? Je l'ai interpellé 2 fois, 3 fois en tant que ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ben, je ne l'ai pas vu. En conseil de cabinet, je ne l'ai pas vu. C'est quand j'ai dit qu'il n'est pas en mesure de faire la mission que je l'ai confiée. Je vais mettre quelqu'un d'autre à sa place. C'est en ce moment qu'il est venu à mon bureau avec une liste incomplète. Et moi, j'ai pris mes responsabilités. J'ai mis quelqu'un d'autre à sa place et qui a fait la mission le plus rapidement que possible. Aujourd'hui, tous les véhicules ont été restitués. Maintenant, je vais revenir sur un aspect. L'inspecteur, je pense qu'il ne connaît pas les dispositions du statut. Il y a une disposition du statut qui l'empêche, qui l'interdit d'aller voir les médias et d'aller voir qui que ce soit. Non, allez-y. Vous ne passez pas, on va l'écouter. On va l'écouter là-dessus rapidement. Antoine, c'est toi que je donne la parole. On va le laisser terminer. Okay. Quand je dis médias, c'est pas vous. Il y a d'autres médias qui en ont fait cas. Comment ces médias l'ont su si c'est pas venu de lui? Comment ces médias l'ont su si c'est pas venu de quelqu'un à qui il a dit? Parce que qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Lorsque les gens se trouvent dans une situation comme ça, même si eux-mêmes ne vont pas, mais ils envoient des gens. Moi, je ne parle pas de votre média. Le deuxième élément que vous avez évoqué ici, c'est lequel? Le bâtiment. Lorsque vous allez dans la cour du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il y avait une multitude de kiosques, de bâtiments qui ont poussé à l'intérieur du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui empêchait le fonctionnement normal du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Même vous qui veniez pour les documents du voyage, vous avez du mal à avoir accès à l'endroit où ces documents se confectionnent et se délivrent. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire un état des lieux. On a recensé l'ensemble de ces gens qui ont occupé illégalement l'espace du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ce bâtiment dont vous dites qu'il a été décoiffé, c'est un fonctionnaire de police qui a unilatéralement fait pousser un petit bâtiment. Il vendait des uniformes. Il en faisait des millions. Est-ce qu'on allait démolir les conteneurs? On parle de paille. Et exactement. Ces conteneurs, ces restaurants, ces kiosques qui ont poussé de gauche à droite et laissé cet endroit-là qui a été construit de façon complètement irresponsable et illégale, c'est pas normal. À ce niveau, il y a un problème. Oui? Vous constatez que ce bâtiment a été initié par un fonctionnaire de la police, mais qui servait à toute la police, parce qu'on y vendait des tenues pour policiers, des équipements... Tout l'interdit, tout l'interdit. Je finis ma question, monsieur le ministre. Quelle était l'utilité de sa démolition? On aurait pu en faire usage autrement. Vous auriez pu en faire une salle d'attente. Pour l'agencement d'une cour, oui, monsieur, oui, on prend tous ces éléments en compte. Là où il a implanté, c'est pas à l'endroit là qu'il fallait l'implanter. Là, c'est un parking.
C'est un parking. Est-ce que ça signifie que vous allez démolir tous les bâtiments dans la cour? Parce qu'il y a également le fonds social qui est implanté là, qui sert aussi aux policiers. Toi, tu t'en mets les pinceaux. Mais écoutez, un policier qui construit de façon unilatéralement sur un espace public. C'est ça la gravité. Et le fonds social. Avoir reçu l'autorisation. Mais le ministre est là, il dit que c'est unilatéral. Il n'a pas d'autorisation, messieurs. Il y a des ministres qui vous ont précédé à l'époque, monsieur le ministre. Même le directeur de la police était consentant pour ce bâtiment. Mais justement, moi je suis pas dans ça. Parce qu'il y a toute une transaction dans ça sur lesquelles je ne voudrais pas revenir. Ces transactions, c'est quoi? Il y avait de la magouille. Moi, j'ai installé un conteneur ici. À la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois. Moi, je viens vous donner quelque chose. Ce n'est pas normal, messieurs. Moi, je ne rentre pas dans ces détails. Ce que j'ai trouvé là était anormal. Donc, il fallait prendre des dispositions. Deuxièmement, ne confondez pas un policier qui construit unilatéralement une maison, il vend les biens, vous comprenez? Et le fonds social, qui est un bureau, une disposition, c'est dans les dispositions du ministère de la Sécurité et de la Protection civile que ce bureau a été construit. Est-ce que vous allez comparer, si vous voulez, ce bureau et ce petit bâtiment qui a été établi à des fins commerciaux? C'est pas normal. Moi, c'est sur cet aspect que je voulais insister et c'est sur cet aspect que je voulais que vous compreniez. Oui. D'accord. Alors, diplomatique. Monsieur le ministre, on va terminer avec cette question qui touche les agents. D'accord, allez-y alors. On va terminer alors avec ça. Il y a une question qui est extrêmement importante. Vous avez soulevé ici l'incidence diplomatique. Je ne sais pas c'est quoi l'incidence diplomatique. Avec les États-Unis. C'est Antoine qui posait la question. Oui, on a eu cette information. Vous avez eu des échanges assez musclés avec le représentant des États-Unis. Quel représentant? L'un des représentants au sujet de la convention sur la loi, sur une convention antiterroriste qui lie la Guinée aux États-Unis. Il y a eu des soucis sérieux, monsieur le ministre. J'insiste là-dessus. Pas du tout. Il y a eu un souci assez sérieux. À l'avenir, moi, je vous dirais, venez vers les personnes intéressées. Je vais vous expliquer. Oui. Les États-Unis ont un agent de renseignement ici. Cet agent de renseignement, les Américains, ils ont un intérêt. Vous avez Wagner au Mali, vous avez le terrorisme, le djihadisme. Le djihadisme a un prolongement international. Et ça constitue une menace pour les États-Unis. Wagner, c'est pareil. Il a un objectif. C'est pour cela qu'on l'a amené ici. Donc, il travaille avec nos services de renseignement. Qu'est-ce qui arrive? C'est cet agent de renseignement qui donne directement les ordres au premier responsable des renseignements du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. D'accord. Pour aller le long des frontières pour une mission. Dans ce cadre, lorsque le directeur des renseignements intérieurs m'a dit qu'il allait au Mali et que c'est l'agent de renseignement américain qui l'envoie, parallèlement à une mission que je l'avais confiée dans cette zone et à Gawal, j'ai dit ok. J'ai dit faites-moi venir l'agent de renseignement. D'accord. Je lui ai demandé quel est le cadre qui vous permet de donner directement des instructions au premier responsable des renseignements du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. J'ai dit est-ce que vous avez un acte? Est-ce que vous avez des accords? Est-ce que vous avez un mémorandum? Est-ce que c'est juste une entente? Il n'en avait pas. J'ai dit, si vous n'en avez pas, on va établir une convention. Et c'est cette convention qui servira de cadre entre vous et nous. Deuxièmement, vous n'avez pas d'ordre à lui donner pour des trucs comme ça. Vous passez par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Si c'est un intérêt partagé, eh bien, on décidera comment on va le faire. L'agent se croyait supérieur même au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à nous banaliser et qu'un simple agent donne des instructions à ce dernier et vienne voir le ministre et se permettre d'adopter un comportement anormal? Ce n'est pas normal. Moi, je ne rentre pas dans les détails plus que ça. Voilà exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui fait que ils sont mieux informés que nous-mêmes sur ce qui se passe ici. Il faut arrêter ces pratiques. Monsieur le ministre, un dernier mot
aux Guinéens par rapport à votre mission. Un dernier mot, nous arrivons malheureusement à la fin, nous devons rendre l'antenne maintenant. Les gars, vous me laissez terminer s'il vous plaît. On est à la fin là, on n'a plus le temps. Monsieur le ministre, allez-y, un dernier mot. Ah oui, c'est vrai. Les biens de l'État. Terminez là-dessus. Terminez là-dessus. Qu'est-ce qui va être fait pour changer la donne? Parce qu'ici, on a constaté qu'il a fallu qu'il fasse appel au CMIS. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a besoin de recrutement? Par rapport à cela, qu'est-ce qu'il sera question? De quoi sera-t-il question? Voilà, vous allez donc aller avec les biens de l'État. Parce que malheureusement, il faut que je rende l'antenne. J'ai des problèmes déjà. Écoutez, il y a tellement à dire. Je pense que ce serait nécessaire que je revienne ici pour qu'on parle au Guinée. On va revenir sur cet acte extrêmement important du président de la transition. C'est une volonté du président de la transition de récupérer tous les biens de l'État, ou du moins les biens essentiels de l'État qui ont été accaparés par les uns et les autres durant ces dernières décennies. Et c'est par rapport à ça qu'il a sorti un décret. Il m'a fait l'honneur et le plaisir d'en être le premier président. Hier, on a tenu la première rencontre. On a dégagé le cadre juridique et stratégique dans lequel on va intervenir, et les actions à mener. On va mettre les bureaux en place, notamment un bureau qui va être composé de l'ensemble des membres du gouvernement que vous avez vu sur le décret, et notre bureau, le bureau d'exécutif, qui va être chargé, si vous voulez, de mettre en œuvre les décisions qui vont être prises par le bureau composé des ministres. Donc, cette volonté si chère au chef de l'État a été confiée donc à ce panel de ministres dont je suis le président. Et on n'est qu'au début. Et nous, on pense que, imaginez que la cité chemin de fer, la résidence 2000, qui sont tous des biens de l'État, ne soit pas gérée de façon efficiente. Il y a combien de départements qui sont en location? Il y a combien de départements qui sont à des endroits normalement qui ne ressemblent pas du tout à un ministère, comme le ministère de la Sécurité, et que ces biens qui sont là, qui appartiennent à l'État, servent à autre chose. Donc c'est dans ce but que le président de la transition veut qu'on leur récupère l'ensemble de tous ces biens. Et nous, on va s'atteler et on ira jusqu'au bout. Mais il faut tout de suite dire qu'il faut plus qu'une transition pour récupérer l'ensemble des biens de l'État. Parce que les biens de l'État, ne voyez pas seulement les maisons. Il y a les biens bâtis et les biens non bâtis. Vous avez des espaces qui étaient dédiés à l'agriculture et à l'élevage à l'intérieur du pays, tout comme dans la capitale. Vous avez également des biens de l'État à l'extérieur qui ne sont pas fonctionnels. Il y en a qui ont été vendus. Donc il faut aller chercher tout ça et récupérer le maximum de biens que l'on peut. Un très vaste chantier, en effet. Vraiment, vous allez tolérer, vous, nos auditeurs, nos téléspectateurs. Nous avons déjà assez grignoté du temps du programme qui arrive maintenant. Monsieur le ministre, nous sommes assez reconnaissants de cette invitation que vous avez voulu honorer. Justement, lorsque cette opération avancera, c'est avec beaucoup d'honneur qu'on vous recevra pour faire un bilan à mi-parcours des activités qui ont été lancées. Encore une fois, merci d'avoir été notre invité ce matin. C'est à moi de vous remercier. Parfait. Et vous autres, vous restez en notre compagnie. Ce sera Salim soirée maintenant sur la radio avec Mandeng Suprême. Et puis à Jacques Léo-Aleno, notre ami qui suit cette émission. Il dit, le ministre m'a bluffé, il est serein, véritable patron de l'intérieur, bravo. Et il dit, Antoine Kourouma, calmos. Ce sont les mots de Jacques Léo-Aleno. Merci à Dramé, merci à la régie télévisuelle Poutine, le colosse d'Adafo Média. Merci à Mamoudou Condé et à chacun, à chacune de vous qui nous avez pratiqué durant cette semaine. Djiba Milimouno, Mafoudia Bangora, Antoine Kourouma, le feu du studio malgré la clim, Kabs, notre ami, et puis Moussa Yeroba, très engagé sur les questions de défense des droits des femmes. C'est toujours un honneur de vous servir. Lundi, ce sera le turbo, toute l'équipe au grand complet.
complet pour une autre actualité. Et si tout va bien, Monsieur le Premier ministre, et cette fois c'est la bonne, il a confirmé son intervention. Lundi, le Premier ministre, chef du gouvernement, est notre invité. À très vite.